minutes par moment. Eh bien, les deux invités du jour, Eladj Chaboré Bouraïma, le directeur de publication du journal Le Messager, et Abbas Issaka, le patron du journal Le Mania Libéré, qui sont avec nous pour cette émission. Eladj, bonjour. Bonjour Anita et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Et désolé vraiment pour ces 2 dernières semaines, si je peux parler ainsi, parce qu'on n'a pas pu se retrouver. Mais là, justement, il fallait quand même le préciser aux téléspectateurs parce que les gens m'en ont demandé, donc il fallait le dire. Ce n'est pas à nous la faute pour cette fois-ci, mais la faute est à notre, merci de à notre Anita. Merci de me livrer. Donc, merci et puis heureux quand même de retrouver le plateau ce jour. Alors, c'est un plaisir pour moi aussi de vous retrouver. J'avoue que vous m'avez terriblement manqué. Abbas, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous les téléspectateurs et aux aimables téléspectateurs qui nous suivent. Parce que quand nous avons manqué l'émission, même je suis venu cogner à la porte du DG pour nous demander qu'est-ce qui ne va pas. 2 semaines d'affilée encore. Et pour commencer, on doit présenter nos excuses à nos téléspectateurs parce que la voix nous l'avons eu à le faire sur notre chaîne en bande, c'est pourquoi... En fait, aujourd'hui, moi, je retenais mon souffle, parce que je me disais que je vais avoir un SMS pour me dire encore que l'émission est suspendue. J'ai écrit, voici, ça tient. Alors... Non, en fait, Anita, on a rigolé, c'est pour vous dire comment les gens vous suivent énormément, comment les gens suivent cette émission, et puis pour dire que ce n'est pas rien. Merci. Donc, merci à vous les téléspectateurs et à tous ceux qui nous ont contactés pour quand même nous exprimer leur attente par rapport à cette émission, que ce soit au Togo ici ou à l'extérieur, ça je vous le dis. Merci d'être toujours avec nous, d'être toujours disponible. Alors, nous parlerons Covid aujourd'hui avec ce sujet-là qui continue de faire polémique, la question liée à la fermeture des lieux de culte. On se souvient, il y a quelques jours, le gouvernement avait décidé de la fermeture des lieux de culte pour freiner la propagation de la Covid-19. Une décision que beaucoup de Togolais déplorent toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais la dernière fois, le ministre de l'Enseignement supérieur avait laissé entendre que cette décision venait des leaders religieux eux-mêmes. Des propos qui ont été en même temps démentis par un confrère sur la même radio. Alors, si je prends un peu les propos du ministre, selon le ministre, les leaders ont estimé qu'ils n'ont pas les moyens pour contrôler le pass vaccinal de chaque fidèle. Tchaboré, si on s'en tient à ce raisonnement du ministre, alors les lieux de culte ne seront jamais réouverts, c'est ça? Non, je ne crois pas. Je crois que les lieux de culte peuvent être réouverts et à condition que les acteurs s'entendent. Parce que ce qui s'est passé, la polémique qui est née, je crois qu'il y a une mauvaise communication là-dessus. Et apparemment, si nous constatons ou bien nous voyons un peu ce qui a été dit par certains leaders religieux, c'est comme ils sont mis devant le fait accompli. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la manière dont les religieux ont rapporté l'événement suite à la sortie du ministre qui estimait que la décision ne venait pas du gouvernement. Effectivement, je ne crois pas que le ministre ait menti par rapport à ce qui s'est dit. Moi, je ne crois pas que le ministre ait menti. Effectivement, ce qui s'est passé, d'après nos investigations également, il a été demandé quand même aux religieux de voir s'il y a lieu quand même de pouvoir procéder aux vérifications avant que les gens ne puissent avoir accès au lieu de culte. Chose que les religieux ont quand même dit que c'était impossible pour eux de procéder. Donc, je pense qu'il y a une mauvaise communication. C'est vrai que la concertation a eu lieu, mais j'ai comme l'impression que les leaders religieux étaient mis devant un fait accompli où ils n'avaient pas de choix et c'est pourquoi ils ont décidé de faire ce que... Mais ça aurait été quand même important que ces leaders religieux retournent au niveau des fidèles quand même pour le leur expliquer. Nous tous, nous avons déploré cela. La décision a été prise de façon très hâtive, ça, moi je le dis. Après la rencontre, on aurait peut-être pu donner un peu de temps à ces leaders religieux d'expliquer ce qui s'est passé
aux fidèles avant quand même de mettre la décision en exécution. Mais qu'à cela ne tienne, est-ce que la polémique avait lieu? Moi, je ne crois pas. Aujourd'hui, c'est la santé publique qui est en jeu et que nous avons besoin de nous protéger. Nous avons besoin de protéger la population. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je pense que les Togolais sont responsables. Depuis la naissance de cette pandémie, nous sommes en train de nous débattre pour combattre cette pandémie. Alors là, si on ne peut pas s'entendre, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Mais n'oubliez pas que le gouvernement a la responsabilité quand même régalienne de protéger toutes les populations. Moi, je suis heureux que ça commence par s'estomper. Selon les chiffres de ces dernières 48 heures, Abbas, avec ce que nous voyons aujourd'hui, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller prier votre Dieu. Non. Après les 1 mois, si les leaders religieux arrivent à trouver des solutions, vous ne pouvez plus prier votre Dieu. Je pense que ce n'est pas une exigence par rapport à ça. On a donné un lieu pour les lieux de culte et autres là. Donc après 1 mois, ça va rouvrir. C'est la communication qui est mal passée par rapport à tout ce qui a été dit dans la salle. En fait, il n'appartenait même pas au professeur Iou de venir faire la communication parce qu'il y a 2 porte-parole du gouvernement. On sait que souvent les sorties de Iou sont critiquées et je me dis que c'est lui, ça sur les plateaux en tant que personne ressource. N'oubliez pas qu'il fait partie des personnes également. Oui, mais ici, à la sortie de cette réunion, il ne lui appartient pas de venir dire ce qui s'est passé là-bas. C'est pour ça qu'on a nommé les porte-parole du gouvernement. Parce que lui, sa manière de parler, c'est peut-être son caractère. Même s'il veut dire la vérité, c'est qu'il dit ça drue, de façon drue. Il choque. Donc le problème, c'est qu'il y avait des choses, puisque en tant que porte-parole du gouvernement, s'il a assisté, il a pris des mots, les interventions des uns et des autres. On leur a demandé, ils avaient du choix. Passe vaccinal, si vous pouvez le contrôler, les églises seront ouvertes. Ou soit, vous faites, on ferme. Et ils ont dit non, on n'a pas le moyen de contrôler tous les fidèles qui vont venir pour prier le passe vaccinal. Et puis tout le monde n'est pas encore vacciné. Et ils ont dit, bon, si c'est ça, on voudrait mieux que ça se ferme en attendant de régler. Aujourd'hui, le problème que moi je pose, c'est que vous savez qu'une semaine avant, il y a l'appel de Monseigneur Bariga qui a demandé aux fidèles catholiques d'aller se faire vacciner. Et ça a commencé. Et au même moment, on a même dépêché des équipes mobiles devant qu'on appelle ça les lieux de culte. Par exemple, si c'est vendredi, dans les mosquées là, il y a des équipes mobiles qui sont là. Et l'imam fait la sensibilisation en demandant aux gens d'aller vous faire vacciner. Il en est de même pour les églises également. Devant les églises, à la sortie du dimanche, on a déjà dit aux gens, si vous sortez là, faites-vous vacciner. Ça pourrait aller comme ça. Mais cette polémique, je dis, tu sais, le Togolais comme ça, s'il veut te prendre quelque chose, il te prend. Sinon, le problème là, il ne se posait pas. L'entendement qu'on s'est mal exprimé ou bien qu'on ne s'est pas mal exprimé, c'est que c'était le choix des responsables de culte, des autorités religieuses, de dire qu'on n'a pas le moyen d'aller contrôler le passe vaccinal, mais si c'est ça, on n'a qu'à aller à la fermeture. La fermeture dit que 1 mois, bientôt ça va finir. Et puis par rapport à la sensibilisation, je suis sûr que une semaine que les églises, les autorités de l'église ont demandé, normalement ils devaient mettre ça à profit pour dire aux fidèles, voilà les discussions qui ont eu lieu entre nous et les autorités du pays. Peut-être qu'ils ont estimé que ça ne leur revient pas. Parce que ça revient non, bon, ça peut leur revenir. Ça doit leur revenir. Il a dit qu'il fallait qu'on leur donne un temps pour dire aux gens que voilà, aux fidèles, que voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi nous avons opté pour la fermeture des églises. Ça leur revient. Parce que tu as vu la polémique qui est venue, c'est parce qu'il n'y a pas ce genre de communication que quand celui-ci a parlé, tout le monde a pris. Il y a un prêtre de Dapaon qui a écrit une note pour contester les déclarations
du professeur Yu. Donc le problème là, ça ne donnait pas lieu à trop de choses parce que c'est une entente, une communication qui n'a pas bien été faite. On n'a qu'à prendre ça comme ça. Mais ne pas s'attaquer aux gens. Même si on prend même la sortie de l'évêque de Dapaon, moi quand vous lisez ce qu'il a dit, je pense qu'il n'a pas dit grand chose. Il n'a pas refusé, qu'ils n'ont pas accepté. Il a demandé, est-ce que si nous voyons les prêtres ou bien les leaders religieux refuser la demande du gouvernement, bon, ce n'est pas que eux aussi ils ont fait une proposition. Non. On aurait pu entendre ce leader dire voilà la proposition que nous avons eu à faire au gouvernement et que le gouvernement a refusé. Là, on comprendrait. Non. En tout cas, je pense que c'est ce que j'ai dit. Les uns les autres ont pris le temps quand même de comprendre ce qui s'est passé. Nous avons déploré également cette sortie du ministre, ça tout le monde l'a dit. Et en tout cas, il faut qu'on le prenne comme tel, parce que depuis le début de cette crise, et depuis ces sorties, tout le monde sait. Donc on comprend qu'aujourd'hui c'est sa nature. C'est sa nature, on l'accepte ainsi. Parce que n'oubliez pas qu'il joue un rôle également fondamental au CHR Lomé Commune. Et puis ça aide également les populations. Donc, il y a un autre problème, c'est dans les marchés et dans les lieux de jeux de hasard. Est-ce qu'on pourra vérifier les passes vaccinales si réellement cette mesure entrait en vigueur? Justement, moi j'allais en venir. Parce que je vois qu'à l'église, les gens sont beaucoup plus responsables que dans les marchés et dans ces lieux de jeu. C'est le paradoxe. Moi j'allais en venir par rapport au marché. C'est le paradoxe. Et nous en parlons chaque jour. Parce que les rassemblements se font au même titre à l'église qu'au lieu des marchés. Et d'ailleurs, même au niveau des marchés, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Je n'ai pas compris pourquoi. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 17h au marché d'à côté. Vous verrez ce qui se passe à un endroit. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il n'y a pas une disposition quand même qui est prise pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en ce qui concerne les marchés. Moi, je pense que les clochers aussi naissent dans nos marchés. Quand vous allez au marché, vous voyez comment les gens se frottent. Certains même se permettent de ne même pas porter les cache-nez. C'est irresponsable. Moi, je pense qu'il y aurait quand même on aurait pu quand même faire quelque chose dans ce sens pour voir comment le contrôle va être fait au niveau des marchés. Même si les gens ne se sont pas vaccinés, parce qu'on le dit, ce n'est pas une obligation, mais quand même que les gens puissent respecter des mesures barrières. Nous avons vu comment la pandémie, la courbe a grimpé ces derniers mois ou bien ces dernières semaines. Et ça fait peur. Ça fait peur. Et j'ose croire, les faits sont en train peut-être de donner raison au gouvernement. J'ose croire qu'avec les fermetures des lieux de culte, il y aura quand même... Les lieux de culte sont fermés il y a quelques jours. Non. Oui, les chiffres ont commencé par s'estomper. Mais je pense qu'il faut voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire au niveau des marchés. Ça, c'est très important. Allez à Sigamé, allez au marché de Torti tout à l'heure, vous allez voir ce qui se passe. Les gens se forcent comme ils veulent. Il y a certains qui se permettent même de ne même pas porter les cache-nez. C'est inadmissible. Maintenant, tout compte fait, je pense que c'est ensemble que nous allons venir à bout de cette pandémie. Et les dernières sorties, moi, j'ai un peu mal, les dernières sorties des uns des autres au niveau du gouvernement, au niveau du comité scientifique. Non, peut-être il y a tel qui nous sort. avons souhaité qu'on choque les gens, peut-être c'est ce qu'ils ont voulu faire. Non, choquer. Que les gens aient peur et... Moi, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas. Le problème est la contradiction qui est au niveau des propos des gens. Vous avez vu, le ministre Iou est sorti. Il a dit quelque chose et l'on a comme l'impression que c'est une obligation et les gens le disent sans vouloir le dire. Mais Didier Ekwevi, qui est le premier responsable du comité scientifique, a dit qu'il n'y a pas d'obligation. Donc vous voyez, il y a une certaine contradiction. Moi, je le relève et je pense qu'il va falloir franchement que le comité scientifique, aussi bien le gouvernement, puisse se retrouver pour canaliser quand même cette communication, pour éviter des tapages, pour éviter des polémiques qui sont inutiles en ce moment où nous sommes en train de combattre la pandémie. Alors, Abbas, les bars, les lieux de culte sont fermés, on peut contrôler mais les marchés, les lieux de jeux de hasard. Demain, vendredi par exemple, quand vous faites un peu un tour dans les coins de l'Onato, vous voyez, c'est vrai qu'on met le port de cache-nez obligatoire, mais dans la réalité, c'est pas ça.
Les poussières, les vraies poussières, là, c'est au niveau de l'ONATO. Il y a la NONATO, il y a les services de nationalité. Quand vous les prenez, vous avez que tous les services, presque tous les services, ont commencé par exiger des passes. Oui, la dernière fois, je devais me rendre quelque part. C'était hier, on m'a demandé. Oui, passe. Même au niveau des péages, c'est passe. C'est un petit problème que nous allons sur lequel ils ont fait un communiqué. Donc le problème aujourd'hui, c'est que au niveau de la LONATO, c'est grave, c'est très dangereux là-bas. Quand on parle des églises, depuis qu'on a rouvert les églises, quand moi, des fois que j'arrive à rentrer dans les églises, c'est que c'est respecté. Il y a la distanciation sociale qui est là, puisqu'on a mis les signes, les numéros, les signes, on ne s'assoit pas ici et ça va jusqu'au fond. Donc là-bas, c'était bien respecté. Mais là où ce n'est pas respecté, c'est les églises charismatiques. Quand vous allez dans les coins les plus reculés, par exemple Zanguera, Togbolokopé, tout ça là, comment on dit ça, Abdetikopé, tout ça là, quand vous arrivez, c'est les églises charismatiques, les églises qui font les veillées jusqu'au petit matin, alors que ce soit interdit. Quand vous allez même en pleine ville, il y a certaines églises qui sont allées prendre des maisons inachevées pour transformer ça en église. Et ils commencent de 18h jusqu'à 21h. Personne ne les suit. Donc c'est ce problème-là qu'il faut revoir. Parce qu'au niveau des églises traditionnelles, des lieux de culte traditionnels, c'est respecté. C'est respecté là-bas. Je ne vois pas pourquoi on va ça. Mais là, on peut pas les... Là où c'est on peut parler de lieux de culte pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Oui, lieux de culte. Vous connaissez le Togolais, quand on dit aujourd'hui que telle église, vous pouvez rouvrir, telle église, vous attendez un peu, ce sera la guerre. Oui, ce serait la guerre. Mais il faut bien étudier les décisions, les mesures avant de les prendre. Parce que depuis, comme je l'ai dit tantôt, depuis qu'on a ouvert les églises, où on a demandé aux gens de respecter, ils respectent. Ils ont les lave-mains devant l'entrée, et ils ont fait la distanciation sociale. Et si tu ne portes pas de masque, il y a des gels. Tu ne portes pas de masque, tu ne peux pas rentrer. Dans les marchés, j'ai vu certains marchés où on a fait même des lavabos déposés. Mais ces lavabos, personne n'en s'occupe depuis quelque temps. Et les gens vont se frotter à l'intérieur du marché, comme les femmes même qui vendent ne portent même pas des cachinets. Tout le monde se bouscule comme si... Donc là, j'ai dit comment est-ce qu'on ne peut pas contrôler. Parce que souvent, quand il y avait cette histoire de FOSAP, quand les gens rentrent, ils voient la personne en tenue, ça devient déjà une influence sur elle. Et elle porte déjà le cachinet. Si on va avec le groupe mixte de surveillance, si on les balance dans les marchés, ça va faire peur. Et ça va faire de telle sorte que les gens vont rentrer. Parce que hier, je passais vers le marché de Tochi, les lavabos qu'on a mis là-bas, j'ai vu des gens, ils ont ouvert, ils se lavaient les pieds, et ils puisaient même dans un bidon jaune pour amener. Donc j'ai dit, mais ça, c'est pas responsable sur ça. C'est pas responsable. On a mis pour que, puisque les choses ont disparu. Il y a le grand lavabo qui est là avec les robinets. Et comme il n'y a plus de contrôle, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est ça, j'ai déploré ça. Donc aujourd'hui, le contrôle doit être aussi plus régulier. On va ouvrir dans 2 semaines, certainement, ça sera ouvert. Mais il faut bien contrôler les choses. C'est 2 semaines. Non, je crois qu'aujourd'hui, il faut faire le constat qu'il y a une pression qui est mise sur le gouvernement par rapport à cette question de fermeture des lieux de culte. Il y a une certaine pression avec ce qui a été dit et avec les fidèles qui ne sont pas d'accord et même les responsables religieux beaucoup ne sont pas d'accord. Il y a une certaine pression. Et moi, je crois que le gouvernement est en train de faire une étude là-dessus pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Mais il est bien quand même que nous attirions l'attention quand même de ces responsables religieux et également des fidèles. Si, par aventure, le gouvernement prenait la décision de rouvrir ces lieux de culte, je pense que c'est le lieu de continuer ce que Abbas est en train de dire, c'est-à-dire le respect des mesures barrières, la distanciation, ce qui a été fait. Je prends un exemple qui est très palpable et puis très intéressant.
je sais, je voudrais même, je souhaiterais même qu'un jour, une partie de vos équipes, de votre équipe puisse quand même se rendre au niveau de la maison du Hajj, vers l'aéroport, pour voir comment est-ce que les prières de vendredi se déroulent. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Il y a les dispositions qui ont été prises. Quand vous rentrez, il y a les jeunes qui sont là. Et les jeunes même prennent votre tapis en tenant compte de la distanciation de celui qui était là. Et tout est en ordre. Et il y a une équipe de vaccination qui est sur place là-bas. Quand vous arrivez, vous n'êtes pas vacciné, vous le dites. Et l'imam, beaucoup de la presse, demande à tous ceux qui ne sont pas vaccinés d'aller soit à la fin, soit tout au début. Et ça se fait facilement. Et même quand vous rentrez, il y a les gels hydroélectriques, excusez-moi, que les gens vous donnent. Donc, je pense que, comme je l'ai dit, c'est vrai, il y a une pression qui est mise sur la population et sur le gouvernement. Et moi, je me dis que d'ici peu, le gouvernement va accepter quand même de rouvrir ces lieux de culte. Maintenant, il faut que les responsables religieux continuent par parler aux fidèles. Alors, rapidement, Tchaboré, ceux-là qui aident le gouvernement dans cette lutte, ce sont les professionnels de médias, mais qui en réalité ne sont pas accompagnés pendant tout ce qui se passe. Parce que parlant de fermeture de lieux de culte, il faudrait que les médias fassent un travail de haut niveau pour que la population puisse comprendre. Ce travail-là, nous sommes en train de le faire en ce moment, Anita, et nous le faisions depuis le début de cette famille. Je pense que vous avez bien fait d'introduire le sujet. J'ai lu un confrère qui a fait un coup de gueule sur les réseaux sociaux par rapport à ce qui se passe. Il s'est posé la question, qui pour sauver les médias togolais? Et je crois que le gars, il a raison, le confrère en question, il a raison. Nous sommes en première ligne, au même titre que les médecins. C'est vrai qu'eux, ils sont choses, mais nous accompagnons. Les malades. Nous accompagnons à travers ce que nous avons appris, ce que nous sommes allés apprendre au niveau des institutions, et nous communiquons en appelant la population à adhérer à ce que le gouvernement prend comme décision. Et nous le faisons depuis le début de cette pandémie. Mais malheureusement, on n'est pas accompagné. Avec cette pandémie, nous avons beaucoup de soucis. Il y a la mévente qui est là, ça il faut le dire. Les prix ont grimpé au niveau des intrants. Mais on n'a pas de publicité. Tout est à terre complètement. Mais malheureusement, au même moment, on ne nous accompagne pas. L'autre fois, je disais quelque chose et puis vous avez fait comprendre qu'au cours d'une réunion avec les membres du gouvernement, la question avait été posée, que bientôt, ça devait être fait. Je te disais, Anita, il faut absolument faire attention. Aujourd'hui, rien n'est fait. Ça fait plus d'1 mois et demi lorsqu'on a évoqué le sujet. Mais rien n'est fait. Et personne n'en parle. Mais nous continuons quand même à faire le travail. Moi, je pense que c'est le lieu quand même d'attirer l'attention de nos dirigeants. Ce n'est pas bien qu'on puisse nous laisser dans ces conditions, qu'on puisse nous laisser travailler dans ces conditions. On peut peut-être faire même une aide spéciale aux médias pour qu'on puisse continuer quand même par faire le travail qui est le nôtre en appelant la population à adhérer aux actions du gouvernement dans cette lutte. Mais toujours est-il que nous continuons quand même par faire notre travail dans la mesure de nos possibilités. Mais il y a, comme je l'ai dit, à l'impossible, nul n'est tenu. On peut se le moment seulement avec le quotidien national. Le quotidien, il n'y a même pas l'argent pour acheter le carburant pour mettre dans notre moto, dans notre engin pour pouvoir nous déplacer. Alors, Abbas, pour une parution, on a besoin d'au moins 3 ou 4 publicités rassemblées. Mais aujourd'hui, difficilement, vous trouvez une seule publicité. Mais après ça, il n'y a pas d'accompagnement pour permettre de continuer. Moi, je dis que c'est peut-être... je ne veux pas utiliser le mot, mais ce n'est pas bon. C'est du mépris. Il faut utiliser. C'est du mépris. Comment non, vous savez quel mot il veut? Non, je savais, c'est du mépris. Ah, c'est la raison, c'est le mot. C'est le mot mépris, mais si tu voulais utiliser un mot plus que ça, du mépris. Parce qu'on ne peut pas te commander un travail. Et au même moment, on dit, fais ça, on fait des encarts, on envoie même des communiqués, vous passez, que c'est conditionné à un paiement. C'est-à-dire, on doit commander un travail, quand tu l'as fait, tu dois être... Alors, le gouvernement vous a commandé un travail. On a commandé un travail pour démarrer la vaccination.
Nous avons fait démarré la vaccination, on a envoyé les choses, fait la campagne, amener les gens à se faire vacciner. Et on a continué durant 2 mois, mars, avril, même jusqu'en mai, on continuait par amener les gens à se faire vacciner quand AstraZeneca est arrivé. Et on l'a fait, on dit à la fin, vous aurez tel montant, vous aurez votre argent. Aujourd'hui, nous apprenons dans les coulisses. La fin de la campagne. Non, ça devient compliqué parce que quand vous interrogez le ministre de la Communication qui a commandé le travail, il vous renvoie au ministre de la Santé. Le ministre de la Santé et vice-versa, on dit que nous allons voir votre ministre. Et finalement, on dit que c'est le Premier ministre qui doit décider. Si on nous fait comme ça, c'est tellement que quelqu'un a pris cet argent-là, il a gardé par divers lieux. Parce que pour tous les médias du Togo, on parle de plus de 11 milliards qui devaient être donnés aux médias qui ont fait le travail sur toute l'étendue du territoire. L'argent est passé où? C'est pour cela que nous résonnons dans leurs oreilles. Celui qui a pris l'argent, qu'on cherche à le savoir parce qu'on ne bouffe pas inutilement et de façon impunément l'argent des journalistes, des médias. Il y a quelqu'un, un ministre, qui a essayé de faire ça, il a échoué, il a remboursé cet argent-là, l'aide de l'État à la presse. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, il ne faudrait pas qu'on nous prenne. Quand les gens commençaient par se faire vacciner aujourd'hui, de façon. Quand vous allez dans les vaccinodromes, les gens sont nombreux, c'est pas par rapport à qui les médias. Parce que si ce qu'ils s'en tenaient à ce que le Premier ministre a dit devant l'Assemblée nationale que nous allons leur faire peur, nous allons faire peur, mais après tout, c'est les gens qui ont commencé par expliquer que ce n'est pas faire peur, c'est autre chose. Peut-être que le mot a été déplacé, mais ce n'est pas le mot qu'elle voulait placer. Donc, et aujourd'hui, il y a l'engouement dans les lieux de vaccination, dans les centres de vaccination, et ça se multiplie. Si les médias avaient dit, avaient suivi, avaient même continué pour condamner les propos de Madame le Premier ministre et dénoncer ce qu'elle a dit, ça ne pouvait pas passer. Peut-être que les gens vont toujours hésiter. Les gens vont hésiter. Ce qui est paradoxal, Anita, le ministre est où? Notre ministre est où? C'est celui qui donne, qui lance les pics à la population. C'est le ministre des étudiants. Oui, non, il est ministre du gouvernement. Je sais qu'il est membre du gouvernement. Lui-même, il a eu à dire qu'aujourd'hui, si le Togo est classé parmi les meilleurs élèves en matière de lutte contre la pandémie, c'est grâce aux médias. Lui-même, il a déclaré que nous avons fait un travail exceptionnel. Alors là, qu'est-ce qui coûte au gouvernement quand même de nous accompagner dans ce sens? N'oubliez pas, quand tu dis qu'ils attendent quoi pour pouvoir le faire, mais nous allons attendre pour pouvoir payer nos imprimeries. N'oubliez pas que c'est avec de l'argent qu'on va en imprimerie. Aujourd'hui, nous sommes sur les antennes. Vous utilisez l'électricité. Il y a beaucoup d'argent. Mais avec quoi vous allez payer l'électricité, payer les autres structures qui vous permettent quand même de diffuser l'émission que nous sommes en train de faire pour appeler la population à adhérer à la vaccination. Je pense que franchement, ça aussi là, c'est autre chose. Ce mépris, il faut qu'on arrête. Quand ils ont lancé cette campagne de vaccination, les gens sont allés s'endetter. Actuellement, il y a des dettes qui poursuivent les gens. Au niveau des imprimeries, même au niveau des gens, de leurs partenaires, disent passez-moi ça, je vais faire tout. Quand on va nous rembourser, je vais vous remettre votre argent. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi les employés. Nous, nous ne comprenons pas. Il y a le loyer à payer. On se dit que vous avez pris. Je vous assure qu'à l'international, ce qui se passe, même certains, aujourd'hui, en interne, estiment que nous avons été bourrés de moyens financiers. C'est pourquoi nous continuons par accompagner le gouvernement dans l'appel à la vaccination. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Nous ne disons pas qu'on est un peu touché parce que moi, je l'assume, je le fais parce que j'estime que ce que le gouvernement fait, c'est bien. Mais toujours est-il que les gens ont mis dans la tête que le gouvernement nous a donné beaucoup d'argent pour pouvoir inciter la population à accompagner. C'est pourquoi chaque fois, nous sommes sur les antennes appelant les gens à la vaccination. Moi, je pense qu'il faut arrêter ce mépris. Il faut arrêter ce mépris. Nous allons gongonner et nous continuons toujours par gongonner dans les oreilles
du gouvernement, ça des demandes, non, ça c'est vraiment des demandes du gouvernement. J'imagine qu'un Pour journaliste que- vous dit je vais gongonner. Nous allons continuer par gongonner pour que notre argent, ce n'est pas pour mettre dans la poche que nous voulons Mais notre pour aller argent, payer mais pour les aller factures. payer les dettes que nous avons eu à engranger depuis cette pandémie, depuis la campagne. Le confrère venait de dire quelque chose. Les gens pensent que c'est de la blague. C'est vrai. Puisqu'on nous a donné des insertions et on nous a donné espoir comme quoi à la fin, on aura quand même à vous payer pour que vous puissiez quand même s'accompagner. Mais aujourd'hui, rien n'est fait. Les gens sont allés s'endetter pour faire cette apparition. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Alors, Et je pense que nos cris, hein, ça va aller sur les réseaux sociaux et sur, au plan national qu'au plan international, et que les membres du gouvernement vont se saisir de ça pour pouvoir rapidement réagir, sincèrement. alors, on espère que d'ici jeudi prochain, on aura une suite favorable à cette affaire-là. Nous faisons maintenant la une des journaux. On va commencer par le Messager avec son feuilleton. Ce feuilleton que j'adore tant, le Pétrole Gate. La société et Vitol gagne encore. Le trader du TNP échoue une fois de plus. L'article est à lire à la page 2 et 4 du journal Le Messager. Non, ce n'est pas le Mania Libéré, c'est le Messager paru hier au prix de 250 francs seulement. Alors, l'article un peu en bas, vous allez le voir, mais en attendant, on donne la parole au directeur de publication de ce journal de revenir sur ce feuilleton-là que j'aime tant. Oui, si vous êtes passionné de ce feuilleton, justement, c'est parce que ce feuilleton, quand même, c'est un feuilleton à rebondissement. Et Anita, ce que je vous dis, vous n'êtes pas le seul, la seule, hein. Il y a beaucoup, lorsque il y a une semaine où nous ne parlons pas de ce feuilleton, les gens nous appellent parce que nous sortons les choses qui sont vraies avec les preuves à l'appui. Donc, justement, c'est pourquoi les gens s'intéressent. Au début de ce feuilleton, les gens avaient pensé que ce que nous étions en train de dire, c'était un acharnement. Finalement, les gens se sont rendus compte qu'en réalité, on avait voulu quand même exposer les faits tels qu'ils se sont passés, et c'est pourquoi les gens ont continué par nous suivre. Les gens nous appellent chaque jour soit pour avoir le journal, soit pour nous demander comment est-ce qu'ils peuvent accéder au site à travers cet article. Le CSFPP, c'est quoi? C'est le comité de suivi des fluctuations des prix des produits pétroliers au Togo. Autour de ce comité se trouve le problème. Le problème de cette histoire de Pétrole Gate, où les gens nous avaient fait croire qu'il y avait un certain nombre de milliards qui ont été détournés. Et le problème même est en procès en ce moment. En ce moment, je crois que le procès va reprendre bientôt pour qu'on puisse situer notre confrère alternatif, pour qu'on puisse situer les faits, pour qu'on puisse situer la vérité, pour qu'on puisse éclairer l'opinion. Maintenant, ce qui s'est passé, justement, Vitol, c'est la société qui nous ravitaille en carburant au Togo. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais elle n'est pas ici, elle est à l'extérieur. Et lorsque le Togo veut avoir accès, quand même veut s'approvisionner, il faut faire un appel d'offres. Depuis que le feuilleton est né, il s'est fait que les gens estimaient que Vitol avait des représentants au sein de ce comité CSFPP qui donnait l'avantage lorsqu'il y a eu appel d'offres. Et c'est Vitol qui remportait, parce que lorsqu'on fait appel d'offres, il y a plusieurs sociétés qui soumissionnent. Maintenant, quand le problème est né, à un moment donné, je crois qu'on a écarté ce que les gens estimaient être les partenaires de Vitol et qui sont de ce comité. Je vais parler de la famille Adiakli. Donc, c'est ce qui a été fait. Mais ironie du sort, il y a de cela par deux fois de suite, Vitol a continué par remporter cet appel d'offres. Le dernier, c'est en septembre. On lui donnait l'occasion au moins de participer. Justement, de participer, c'est ça. Donc le dernier en date, c'est... Jusque ceux qu'on considérait comme ses amis sont écartés. Non, au fait, personne... Oui, ils sont écartés. Jusque ceux qu'on considérait comme étant ceux-là qui favorisaient son gain, si je peux parler ainsi, ont été écartés. Donc ils ne font plus partie du comité qui devrait décider de l'appel à qui donner le marché ou pas. Donc voilà comment les choses sont passées. Donc le début septembre, la dernière fois, il y a eu encore ouverture des offres pour pouvoir approvisionner le pays en produits pétroliers. Et ironie du sort, parce que n'oubliez pas que pour pouvoir créer des soucis
dans ce feuilleton, il y avait eu des sociétés qui sont nées pour pouvoir suppléer à d'autres sociétés qui étaient ici. Justement, STC, Symphonie. Justement, il y avait une société qui était née et la société était appelée à suppléer l'autre qu'on estimait être le support de Vitol. Et cette société, vous convenez avec moi, est en partenariat avec d'autres sociétés qui sont du Ghana, de nos voisins du Ghana. Et effectivement, toutes ces sociétés ont soumissionné pour ce dernier appel d'offres. Mais ironie du sort, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Malgré l'absence de ceux qu'on estime être les soutiens de Vitol, malgré tout, quand on a ouvert les offres, Vitol a encore remporté cet appel d'offres. Vitol a d'autres amis. C'est là, en tout cas, moi je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai relevé les faits tels qu'ils se sont déroulés le jour de l'ouverture. C'est ça que moi j'ai relevé pour faire comprendre aux gens que peut-être Vitol présente les meilleures offres. Parce que lorsque vous allez vous soumissionner et que l'État veut quand même se penser là-dessus, on cherche la meilleure offre, excusez-moi. Donc, la meilleure offre, Vitol a présenté la meilleure offre. C'est pour dire que techniquement, Vitol est plus aguerri. Parce que l'État ne peut pas permettre qu'on apporte n'importe quoi dans le pays. Donc, Vitol est plus aguerri. Si nous sommes revenus là-dessus, c'est pour quand même montrer aux gens le sérieux que nous faisons dans ce feuilleton. Et j'ai sorti le journal, l'article avec les preuves à l'appui. Combien chaque société a eu à proposer et ce qui a été dit. Maintenant, ce qui touche un peu, c'est par rapport à ce qui a été décidé au niveau du comité qui s'était retrouvé. Il y a des mots qui sont sortis comme quoi Vitol en gagne de trop et que prochainement, on va voir comment faire pour que Vitol ne puisse plus se présenter à un appel d'offres. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est comme si nous sommes en Ligue des Champions et que chaque fois le Real Madrid gagne, chaque année. Et un jour, la FIFA décide ou bien l'UEFA décide que bon, le fait que le Real Madrid gagne l'Euro, il ne faudrait plus que le Real Madrid participe à cette coupe. Il n'y a aucune loi qui le demande ainsi. Donc voilà à peu près les idées que certains ont commencé par nourrir. Tu as dit que les pots de banane pourraient être posés justement à Vitol, à cette société. À cette société. Donc vous voyez, c'est des idées que les gens ont commencé par nourrir et qui inquiètent. Or, n'oubliez pas, cette société, c'est une société au plan international. Si nous ne savons pas faire et qu'on commence par le faire, on risque de subir. Et quand je dis on risque de subir, ça veut dire que nous risquons que le pays soit frappé peut-être d'une pénurie de carburant dans les jours à venir si on ne fait pas attention. Moi, j'ose croire que les gens vont revenir à la raison par rapport à ce dossier pour qu'on en finisse. Franchement, avec cette histoire-là, pour qu'on en finisse. Et bon, on va passer un mot à placer par rapport à cette affaire Petrolgate et on passe à la une de notre journal. On va placer, je ne pense pas, puisque je l'ai tout dit. C'est quand on lance un appel d'offres, la société se présente et c'est au plus offrant qu'on donne le marché, celui qui a beaucoup d'expérience. Que tu aies des amis là-bas ou pas, c'est qu'on étudie les dossiers. Et lors de l'ouverture, les dossiers même c'est sous clé fermée qu'on présente les choses. Donc celui qui gagne ne peut pas dire qu'il a des amis, c'est pour ça qu'il gagne. Là, dans le dossier, c'est bien écrit les critères de choix et autres là sont là. Et à partir de ces critères-là, c'est en ce moment qu'on désigne celui qui a beaucoup plus d'expérience et celui qui a beaucoup... La meilleure offre. Et on le prend. Donc aujourd'hui, là, il ne faut pas les choses comme faisait... Il ne faut pas s'en tenir au propos de certaines personnes. Voilà, pour dire que j'ai des relations quelque part, c'est ça qu'on m'appuie. C'est pour cela que je dis par rapport au marché. Quand quelqu'un est pris, c'est que c'est lui qui présente la meilleure offre. Alors, on continue avec la une du Mania Libéré. Le Mania Libéré, cette fois-ci, sous les coups de pied dans la fourmilière. Abdoulaye Yaya part en guerre contre les magistrats véreux. Que dit le statut des magistrats sur les sanctions? Le grand jury s'est revenu cette semaine encore. Effectivement, quand vous prenez les sorties d'Abdoulaye Yaya et de ses prédécesseurs, les gens se demandent pourquoi les sanctions ne tombent pas au niveau on parle de corruption, on parle de quoi, et puis
on n'arrête pas les magistrats pour les envoyer en prison et qu'à chaque fois il faut sortir pour dire que vous dénoncez qu'ils sont corrompus, qu'ils ont fait ceci. Et la dernière sortie, c'est celle où il a dit que des magistrats prennent des dossiers pour amener dans leur domicile, où ils ont créé également des églises où ils font le jugement des affaires là-bas. Ils font des jugements qui sont hors normes de la justice. Donc on a dit pourquoi on ne les sanctionne pas. Nous sommes allés chercher par rapport au statut des magistrats, qu'est-ce qui est prévu pour les sanctions. En fait, quand vous prenez les magistrats sur le statut de magistrat, les sanctions sont prévues. Le magistrat n'est pas envoyé en prison parce que dans leur statut, si c'est la corruption, il y a des sanctions qui partent de blâme, ou bien on le revoque, ou on l'amène dans un autre service, il ne fait plus office dans la magistrature. Mais par rapport à la prison dont les gens réclament, c'est que ce n'est pas prévu dans le statut des magistrats. Si le magistrat devait être envoyé en prison, c'est qu'il a eu un détournement, il a commis un crime quelque part. Et là, on lui applique le code pénal et la procédure pénale et il va en prison. Mais dans ces cas où on est en train de les dénoncer par rapport à la mauvaise pratique dans leur fonctionnement, c'est leur statut qui est en vigueur. C'est ce statut-là qu'on leur applique. C'est pour cela qu'il y a certains mois où des magistrats ont été révoqués. Il y a des magistrats qui ont été mutés dans d'autres services publics. Il y a des magistrats qui ont dit vous êtes remis à la disposition de la fonction publique. Donc c'est ça. Donc nous allons voulu faire comprendre aux gens que c'est comme ça, c'est le statut des magistrats qui est appliqué. C'est pour cela qu'on ne voit pas dans matière de corruption comme ça se fait dans les autres secteurs. Par exemple, on a créé la commission de lutte contre la corruption. Si on arrête quelqu'un dans un service, c'est la loi pénale qui lui est appliquée. Et lui, on l'envoie en prison pour corruption. Et ici, ce n'est pas le cas. Donc, c'est tout comme nous avons notre code de la presse. C'est le code de la presse qui nous a appliqué. Si c'est un délit de presse, c'est le code de la presse, pas le code pénal qui nous a appliqué. Okay. Donc c'est la même chose au niveau du statut des magistrats. Et c'est un statut général et particulier à eux. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand les gens crient, qu'est-ce que Abdoulaye Yahya attend? Prendre des décisions, c'est envoyer les gens en prison. Alors qu'il y a les décisions en interne, c'est le statut des magistrats qui est en vigueur. C'est ça qui est en vigueur. C'est pour cela, quand il y a corruption et autres, c'est le conseil de discipline de la magistrature, le conseil supérieur de la magistrature, qui est saisi des dossiers et on décide de ce qu'il faut faire pour ce magistrat. Et des magistrats ont été sanctionnés comme ça sur la base du statut des magistrats. C'est intéressant, hein. Je rappelle aux téléspectateurs qu'il faudrait comprendre certaines choses dans notre pays et pour comprendre ça, allez vous procurer d'une manière libérée qui est dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement. Abbas, l'article est à lire à quelle page? À la page 3. À la page 3, vous trouverez cet article, oui. Non, nous avons besoin de comprendre certaines choses, comme vous le dites, et puis au Togo, nous aimons trop vite polémiquer et faire les problèmes là où il n'y en a pas. Franchement, lorsque nous ne comprenons pas un certain nombre de faits, par exemple, en tant que journaliste, on va aux investigations, on va aux vérifications. Lorsque nous avons en possession de nous un certain nombre d'informations, on va à la vérification pour vérifier, pour savoir et on fait. Même au niveau de l'opinion, il ne faudrait pas que les gens se basent sur les ondits, sur les rumeurs, pour pouvoir créer des problèmes au sein de l'opinion. Au Togo, nous avons cette habitude-là. Oui, nous avons cette habitude-là. Regardez, je prends l'exemple de ce qui s'est passé l'autre fois au niveau de l'Assemblée nationale avec la chef du gouvernement. C'est paradoxal que les gens puissent prendre ce problème-là jusqu'à ce que certains responsables politiques ou bien des responsables même de société civile puissent prendre le lapsus qui a été considéré comme étant un lapsus qui a été dit par la chef du gouvernement pour inciter la population, disons, à un soulèvement contre les membres du gouvernement ou bien contre la chef du gouvernement.
Ce n'est pas normal. Est-ce que vous imaginez que Madame la Première ministre peut dire qu'on va inoculer à sa population qu'elle dirige des vaccins qui sont périmés? Oui, il peut arriver que dans son parler, qu'elle soit en train de parler, il peut y avoir un mot qui soit glissé. Mais la logique dans laquelle Madame la ministre s'exprimait, les gens devraient la comprendre ainsi. Non, on ne peut pas prendre des milliards pour s'acheter des vaccins, pour pouvoir vacciner et laisser que ces vaccins puissent être périmés et qu'on ne puisse pas vacciner les gens. Il faut qu'on puisse vacciner les gens pour que le vaccin ne puisse pas être périmé et après on va aller les jeter. C'est aussi simple comme un bonjour, messieurs les populations, messieurs les membres, messieurs les gens de la population. Il ne faudrait pas qu'on fasse les problèmes là où il n'y en a pas, en toute sincérité. Les gens sont conscients en eux-mêmes que Madame la Première ministre n'a pas dit ce qu'ils sont en train de traverser, mais il le dit. Ça, c'est le propre des Togolais. On cherche la petite bête quelque part rapidement à base. Nous sommes en politique et les gens cherchent des petites failles pour rentrer dans la polémique. Et c'est ce qui s'est passé. Et Madame la Première ministre, ce n'est pas qu'elle a préparé pour dire que, je viens de dire, suite à une question d'un député, qu'elle a répondu, que nous allons changer de stratégie de communication, parce qu'avant on envoyait les gens sur les chaînes pour dire que les personnes ressources et autres là. Mais aujourd'hui, nous avons des vaccins qui sont là. C'est des milliards que nous avons investis pour avoir ces vaccins qui vont venir en nombre suffisant. Mais le Togo ne va pas arriver jusqu'à aller inoculer des vaccins périmés à ces populations. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'amener les gens à aller nombreux se faire vacciner. C'est simple. C'est certainement, c'est-à-dire, si quelqu'un a dit un mot et déplacé, il ne faut pas comprendre autre chose. Et que c'est des responsables. On ne peut pas commander des vaccins pour venir tuer sa population. Si c'est périmé, c'est périmé. C'est qu'on ne peut pas jeter les vaccins périmés que nous avons pris l'argent pour commander. C'est nécessaire, c'est urgent de comprendre ça comme ça. Mais déjà, même celui qui a posé la question, même celui qui a posé la question est revenu là-dessus, il dit que non. Lui, dans son il n'a pas dit, et que le Premier ministre n'a pas dit qu'on va inoculer les vaccins périmés aux populations. C'est la tactique qu'il faut opter maintenant pour amener les gens à se faire vacciner. Et vous avez vu que cette tactique marche. Les gens sont là, nombreux. Quand vous arrivez maintenant dans les CMS... Moi, j'appelle même que les vaccins finissent. Hein. Ça va finir avant l'arrivée des autres. C'est 1 million seulement. Merci. Abbas Tchaboré, merci d'avoir fait le déplacement. J'espère vous retrouver jeudi prochain, chers téléspectateurs. Ce sera donc la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi.